Et avec nous pour tenter de décrypter ce phénomène récurrent de la délinquance en Calédonie, Larry Kaoma Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi, selon vous, qui êtes sociologue, une certaine jeunesse dysfonctionne en Calédonie ? Je pense que la société calédonienne est en train de traverser une période où elle se réinterroge sur elle-même. Ce qui est vraiment important, c'est qu'à l'heure actuelle, on remarque que les individus, la population est séparée d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la société, elle évolue tellement rapidement que les repères, les normes, les principes, les valeurs, les émotions, la philosophie vis-à-vis de la vie, eh ben, elle nous échappe. Elle évolue tellement rapidement qu'on n'arrive pas à se saisir. Oui. Et ça nous interroge à tous les points de vue au niveau de l'éducation. Voilà. Mais enfin, Monsieur Martin, tout ça, c'est pas nouveau. Les générations précédentes ont connu les mêmes choses et pourtant, les comportements n'étaient pas les mêmes. Je pense qu'il y a une accélération de la société à l'heure actuelle. La Calédonie, ça n'est plus une île, c'est devenu un quartier du monde. Et on prend le monde avec tout ce qu'il a de bon et peut-être de mauvais. Vous avez vu, il n'y a plus trop de différences lorsqu'on regarde les phénomènes. Mais ça nous interroge aussi sur notre éducation. Est-ce que la société arrive à transmettre les valeurs ? Est-ce que les parents arrivent à transmettre les valeurs ? Est-ce que les responsables, c'est-à-dire tous ceux qui dessinent les comportements, que ce soit coutumier, religieux, le grand frère, aussi bien le prof de sport, le politique, les médias, ils participent au dessin, au contour de la personnalité. Nous parlez des valeurs. La question de l'exemplarité est-elle centrale ? Elle est plus que centrale dans une société qui bouge énormément. Est-ce que le respect s'impose par la crainte ou est-ce qu'il s'impose par le sens ? À partir de là, ça nous pose la question de savoir est-ce que l'on va poser un modèle à imiter ou un modèle à ne pas imiter. Alors, l'exemplarité de qui ? Des élus, des institutions par exemple aussi ? Vous savez, à l'heure actuelle, au niveau de la Calédonie, elle est blindée d'incohérences. Qu'est-ce qui se passe dans la famille lorsque le père dit à son enfant « tais-toi » alors que la société nous demande de poser des mots sur nos émotions. Comment est-ce qu'on arrive à poser une intimité avec soi-même lorsqu'on n'arrive pas à poser des mots sur ses émotions ? Lorsque la même personne qui nous sert de repère, le tuteur, parle de délinquance et qu'en même temps il est suivi pour une délinquance financière, alors ça nous pose des questions sur est-ce que les figures d'autorité font preuve de figures de probité ? Est-ce que le discours va avec l'acte ? Et à une plus large échelle... Vous pensez à quelques personnes en particulier ? À plus large échelle, c'est présent partout. Présent partout, que ce soit dans les films, dans le monde, dans les exemples que l'on côtoie tous les jours à table, etc. Mais au niveau de la société aussi, on note une grosse incohérence. Lorsque l'on demande à cette jeunesse d'aller se former à l'extérieur et quand elle revient, elle se retrouve sur la périphérie de la sphère économique, alors là, on se pose des questions. Vous parlez de quoi ? Des masters galères dont on a parlé à une époque ? Exactement. C'est-à-dire ces jeunes qu'on a envoyés se former ailleurs, en métropole ou à l'étranger, et qui reviennent et qui restent finalement à Pôle emploi, pour ne citer que cet exemple. Oui, ça émet deux choses. Ça nous interroge sur la réussite scolaire qui est présente, qui est bien présent dans les discours. Est-ce que l'école, c'est le seul chemin de la réussite ? Et donc cela, ça interroge, est-ce qu'il y a d'autres chemins pour réussir dans la vie ? Et quelle est la réussite que l'on donne ? Est-ce qu'elle est exclusivement économique ? Vous vous rappelez, une fois, on avait dit qu'il fallait réussir absolument par rapport à l'école et occuper une fonction dans la société. Voilà. Alors justement, Monsieur Martin, voyons justement quelles sont les mesures pour lutter contre cette délinquance. Et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a justement adopté une délibération cet après-midi du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Un plan quinquennal, 5 ans pour mettre en place des priorités déclinées en 138 actions. On regarde ce sujet d'Éric Dufour et de Claude Lindor et on en reparle ensemble, Monsieur Martin. Le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance doit se traduire par une baisse significative des chiffres de la délinquance et par une modification des comportements face aux conduites à risque. Le plan rassemble 138 actions, il s'appuie sur 4 piliers, la coordination des actions des services de l'État avec ceux de la Nouvelle-Calédonie, l'évolution des mentalités, la répression face aux addictions et l'accompagnement de la jeunesse. Ce plan, il est sûrement perfectible, il y a sûrement des choses qu'on peut compléter. Mais je crois que les Calédoniens ne comprendraient pas que des responsables élus, face à la gravité de la situation, ne votent pas des mesures d'urgence pour lutter contre le développement de la délinquance. Une volonté commune d'enrayer le phénomène de la délinquance, mais un débat aux connotations politiques. Plusieurs groupes du Congrès regrettent le manque d'action concrète dans le projet porté par le gouvernement et chacun s'interroge aussi sur son financement. L'intergroupe a voté pour, le FLNKS s'est abstenu et les Républicains ont voté contre. Proposer 138 mesures sans objectif, sans déclinaison dans le temps, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est quelques mesures fortes, emblématiques,
et qui apporte des réponses immédiates. Et vous savez, depuis 2 ans, on a fait des propositions. J'ai porté des propositions notamment pour étendre les pouvoirs des maires, pour enlever l'alcool de la rue, confisquer l'alcool. On a fait des propositions pour réglementer la vente d'alcool. Il y a des solutions. Il faut demander à l'État, par exemple, une plus grande présence policière. La lutte contre la consommation excessive d'alcool, la mise en place très attendue du service civique obligatoire, le rôle des parents dont on attend une plus grande implication font partie des mesures. La création d'un conseil territorial de sécurité et de la prévention de la délinquance permettra de fixer les priorités d'action à mettre en œuvre et d'en évaluer chaque année la pertinence. Une étude sociologique lancée par le gouvernement devrait aussi apporter des réponses sur les causes profondes de la délinquance dans le pays. Ah ben justement, on a un sociologue avec nous, Monsieur Martin. Vous avez entendu les mesures. Selon vous, comment il faut construire une politique jeunesse cohérente et pertinente, j'ai envie de dire? Vous l'avez dit, il faut tout simplement que tous les acteurs qui sont liés à l'éducation aient un message cohérent et complémentaire. Voilà, l'éducation, c'est de dire la même chose. Vous voyez, là, tout à l'heure, on parlait de l'incohérence dans la société qui peut être présente. Eh ben, ça produit des individus incohérents qui n'arrivent pas à se positionner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vous voyez, toutes les mesures là vont faire appel bien sûr à la responsabilité des uns et des autres, mais il y a quelque chose qui semble fort, c'est changer la représentation, c'est changer les mentalités quelque part. Je vous donne un exemple bien précis. Il y a une différence lorsqu'on dit à un jeune va chercher du travail, va trouver du travail, et à celui à qui on dit il faut créer ton propre travail. Il y en a un où il va se considérer comme un moteur pour lui-même. Donc vous encouragez les jeunes à devenir leurs propres entrepreneurs. Oui. Être acteurs de leur vie un petit peu. Exactement. Et l'ensemble de la société à l'accompagner, c'est-à-dire à lui permettre de lire quels sont ses outils, à se révéler à lui-même et à pouvoir circuler dans l'ensemble des espaces qui sont les siens. C'est ça, Monsieur Martin, qui peut faire que des jeunes ont envie de construire la société au lieu de la détruire? Exactement. Vous savez, la société calédonienne, à l'heure actuelle, elle ne se divise pas seulement entre indépendantistes et loyalistes, entre noirs et blancs, entre océaniens et européens. Elle se divise entre des personnes motivées et non motivées. Entre des personnes qui ont un moteur en elles et d'autres qui attendent des autres. Entre des personnes qui donnent et d'autres qui prennent. Entre des personnes qui ont des certitudes et d'autres qui se remettent en question. Voilà, tout simplement. Est-ce que la course à l'identité, qu'elle soit kanak ou calédonienne, est-ce apaisant ou clivant dans une société qui se cherche un destin commun, selon vous, sociologue? C'est en ce... Les identités se posent en s'opposant. C'est rigolo que c'est à l'extérieur que le vivre ensemble se vit. Vous avez vu un nombre d'étudiants qui sont à l'extérieur, ils se sentent calédoniens. Et revenus au pays, eh ben, on a l'impression qu'il faut se confronter à l'autre pour se sentir exister. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'une Calédonie qui s'ouvre va être une opportunité dans la mesure où elle va permettre aux uns et aux autres de réfléchir sur ce qu'est l'identité calédonienne dans la société contemporaine. Est-ce que la politique des modèles qu'on voit, souvent aux États-Unis d'ailleurs, dans des sociétés communautaristes avec la jeune, par exemple, femme kanak qui a réussi, est-ce que ça c'est une bonne politique ou c'est contre-productif, j'ai envie de dire? Je vous dirais que peut-être à l'heure actuelle, justement, on paye toute notre politique de modélisation. Ça veut dire que quelque part, il y a des effets pervers. De dire que c'est une jeune femme kanak, déjà, jeune, ça veut dire qu'on catégorise. Jeune, c'est comme si c'était un problème. Femme, c'est comme si c'était un autre problème. Kanak, c'est comme si c'était un autre problème. C'est comme si on enfermait la personne dans sa catégorie et qu'on faisait d'elle, de son appartenance communautaire, de son identité sexuelle, un problème et que quelque part elle était mal née. Donc oui, on crée un problème même dans notre vocabulaire. Hein. On sépare la personne d'elle-même. Et Monsieur Martin, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a quelque chose qui semble assez fort. Hein. Si on avait une solution depuis longtemps, le modèle serait vendu partout et il y aurait des milliardaires de l'éducation. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui semble perdurer à travers du temps, c'est de faire en sorte que la personne, elle s'aime. C'est souvent les voyageurs qui nous rappellent à notre essentiel. Je donne un exemple bien précis. Lorsque les personnes arrivent ici, elles disent c'est très bien, on reconstitue notre famille. Donc quelque part, il y a la politique du cœur. Elles disent aussi que la Calédonie, il y a cette chimie qu'on ne peut pas avoir ailleurs, c'est celle de la spiritualité. Donc ça nous interroge aussi sur notre système de croyance. Et le voyageur continue à dire que en Calédonie, on a notre utilité sociale. C'est-à-dire qu'on existe par rapport à quelque chose qui est bien plus grand que soi, qui est celle de participer à la construction du pays. Donc il faut s'aimer, croire et être actif dans la société, être acteur de la société. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Martin, pour avoir accepté notre invitation ce soir.